Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Avant la légendaire Ferrari F40, une autre voiture complètement folle a vu le jour, la Ferrari 288 GTO. Il semble que cette voiture ait été conçue en dernier lieu pour rouler confortablement sur les routes publiques. Cependant, dans la lignée de la légendaire 250 GTO, la 288 a été la première hypercar de Maranello au sens moderne du terme. Il est dommage qu'au début des années 80, une définition aussi cinglante n'ait pas déjà été couramment utilisée. En 1969, Fiat achète 50% des parts de Ferrari, tout en rachetant Lancia. Pour éviter toute concurrence inutile au sein du groupe, la marque à l'étalon galopant se voit attribuer le fief de la Formule 1. Enzo Ferrari conserve le contrôle de la division course de l'entreprise, et Lancia s'est vu attribuer le reste du champ d'action. Dans le domaine du sport automobile, personne n'empêcha Ferrari d'accéder aux compétitions en catégorie GT, mais dans la seconde moitié des années 70 et au début des années 80, le règlement de la série n'était objectivement pas de son côté, les moteurs atmosphériques, qui équipaient les voitures d'usine. Même avec des améliorations impressionnantes, n'avaient rien à opposer aux moteurs turbo de Porsche, qui semblaient disposer d'un potentiel de forçage infini. En 1982, le règlement de la FISA, aujourd'hui FIA, a été profondément remanié, combinant les 6 groupes avec indice numérique. 3 groupes avec indice alphabétique. 3 catégories sont ainsi créées, le groupe C pour les prototypes sans référence au nombre d'exemplaires produits, le groupe B, au sein duquel la circulation nécessaire à l'homologation doit être supérieure à 200 unités, et le groupe A avec un seuil de 5000 voitures de série. Entre 1983 et 1986, la Lancia LC2 ne remporte que 3 manches du championnat du monde des voitures de sport, et Ferrari obtient le feu vert pour lancer son propre programme d'entrée dans le groupe B. Rappelons que, malgré le fait que le groupe B est principalement associé à des monstres de rallye volant sur des pistes de gravier, entre des rangées de fans en délire, ces exigences techniques s'appliquaient également aux courses sur circuit. La même année, la première Ferrari de route suralimentée, la 208 GTB Turbo, est présentée au Salon de Turin. Il s'agit en fait d'une version turbo-compressée de la 308 GTB avec un moteur de 2 litres. La technologie permettant d'augmenter la puissance à l'aide des escargots a été testée sur la formule bolide Ferrari 126E, et la voiture a été développée en premier lieu pour le marché local, car les véhicules dotés d'un moteur d'une cylindrée inférieure ou égale à 2 litres étaient soumis à des taxes moins élevées. Malgré le volume modeste du moteur 8 cylindres de la famille Dino et l'absence d'intercollé, sa puissance était de 220 chevaux. La 308 GTB équipée d'un V8 atmosphérique de 3 litres injecte 2 ans plus tôt avait presque la même puissance. La 308 GTB a servi de point de départ à la conception de la 288 GTO, Gran Turismo Homologata, ce qui en dit long sur la raison d'être de la voiture. Il s'agit d'un point de départ, et non d'une base, car les deux modèles n'ont que quelques éléments de carrosserie en commun. Nicola Materazzi, qui mettra plus tard ses talents au service de la Ferrari F40 et de la Bugatti EB110, est charge de la conception du cœur du vaisseau amiral de l'entreprise Bugatti EB110 à l'époque des faits décrits ci-dessus, il avait déjà travaillé sur les moteurs de la Ferrari 126C et de la Lancia LC2. La seule exigence pour le moteur était de retirer 400 chevaux, de 3 litres, et Materazzi assure au patron qu'il résoudrait la tâche. En septembre 1983, Commendator annonce la 288 GTO et, le même mois, Porsche présente son prototype au salon de Francfort Groupe B. Laissant de côté tout pathos inutile, nous pouvons affirmer sans crainte que l'affrontement de la décennie se préparait. Le V8 de la 308 GTB en version 4 valves était considéré comme la base optimale pour le nouveau moteur. Le 8, avec un bloc divise à 90 degrés et 4 soupapes par pot, était le plus proche de ce qui permettait de respecter les règles du groupe B. Le diamètre des cylindres a dû être réduit d'1 mm seulement, ce qui a permis d'obtenir une puissance de 2855 cm3. Le diamètre des cylindres a dû être réduit d'1 mm seulement, ce qui a permis d'obtenir un rendement de 2855 cm3. Pour les moteurs suralimentés, un facteur de 1,4 était appliqué,
après multiplication par lequel le total ne devait pas dépasser 4 litres. La cylindrée du nouveau moteur F114B000 était de 3993 cm3. Naturellement, toutes les entrailles du moteur, qui étaient équipées d'un système de lubrification à carter sec et d'une injection électronique Weber-Marelli IAW, ont été améliorées et allégées pour de nouvelles tâches. Le taux de compression a été réduit de 9,2 à 7,6, grâce à l'installation de 2 turbines Yachi avec refroidissement liquide intermédiaire. À une pression de 0,8 bar, la puissance atteint les 400 chevaux requis, ce qui constitue un record pour les voitures de route de la marque. Contrairement à la Ferrari 308 GTB à moteur transversal, le moteur de la 288 GTO était monté longitudinalement, sinon il était extrêmement difficile d'insérer un moteur de grand volume avec un autre turbocompresseur et 2 refroidisseurs intermédiaires dans l'espace étroit du capot. Le couple du V8 biturbo était transmis aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, qui constituait une seule unité avec la boîte de vitesse. En d'autres termes, elle était réalisée selon le schéma de la boîte pont. En même temps, la boîte de vitesse avait un couvercle amovible dans la partie terminale, permettant de changer rapidement le rapport de la paire principale, une technologie qui n'a aucun sens en dehors des pistes de course. Par rapport à la 308 GTB, après toutes ces manipulations, l'empattement s'étalonge de 110 mm et la longueur totale de 60 mm. Afin d'accueillir des pneus 225 50e R15 à l'avant et 265 50e R15 à l'arrière, la largeur a été augmentée de 190 mm. Alors que le principal concurrent de la Porsche 959 était construit autour d'une monocoque en Kevlar et en aluminium, les ingénieurs on opte pour le cadre en acier plus familier de l'époque pour la 288 GTO. Les suspensions des 4 roues ont été mises en œuvre sur 2 bras transversaux en aluminium avec des amortisseurs. Les matériaux composites ont été largement utilisés dans la production des panneaux de carrosserie, tandis que seules les portes sont restées en acier. Il a ainsi été possible d'atteindre un poids à sec de 1160 kg, soit 120 kg de moins que la 308 GTB. L'adversaire de Zuffenhausen avec l'indice 959 pesait 1450 kg, ce qui n'est pas du tout surprenant, compte tenu du grand nombre d'astuces dont les Allemands ont pu doter leur voiture sans dépasser la limite d'une tonne et demie. Le premier centième de la 288 était de 4,9 secondes, et la vitesse de pointe dépassait les 300 km/h selon les assurances du constructeur. Les journalistes de la publication Rodandan, AMP, Track en septembre 2013 on mesure les mêmes 4,9 secondes et 305 km/h. La Lamborghini Countach de 1984 était plus lente sur les 2 tableaux, et la première Porsche 959 de série est sortie de l'usine de la carrosserie bord seulement 2 ans plus tard. Leonardo Fioravanti, membre de l'atelier Pininfarina qui avait déjà créé la gamme 308/208, était responsable du design. Naturellement, la tâche qui lui incombait dans le cadre de la 288e était beaucoup plus sérieuse, mais de nombreuses heures passées à effectuer des essais en soufflerie et la compréhension la plus profonde des spécificités sportives ont joué leur rôle, révélant au monde l'une des supercars les plus performantes de son époque. La présentation de la Ferrari 288 GTO a eu lieu en 1984 au Salon de l'Automobile de Genève. Comme Fioravanti lui-même l'a rappelé plus tard, personne ne lui a confié de tâches techniques détaillées. Il lui a été demandé de créer une voiture sur la base de la 308 GTB, qui serait utilisée en course. La carrosserie a donc été dotée d'éléments aérodynamiques supplémentaires et d'un grand nombre de prises d'air pour refroidir tout ce qui pourrait s'échauffer en cas d'utilisation extrême. 4 phares rectangulaires ont également été ajoutés sur les côtes de la calandre. L'ambiance de l'intérieur était à la simplification totale. Une partie de l'intérieur a été empruntée à la 308 GTB et à la 208 GTB Turbo, mais le reste est aussi spartiate que possible. L'espace pour les bagages était également absent de la catégorie. Alors que les modèles susmentionnés disposaient au moins d'un petit compartiment derrière le moteur monte transversalement, l'équipage de la 288 GTO ne disposait que d'un petit compartiment dans les portes et d'un espace dans les jambes du passager. Des options? Eh bien, il y en avait. Le client pouvait choisir entre des sièges en cuir noir et des sièges en cuir noir avec des inserts orange. La liste des équipements optionnels comprenait des vitres électriques, un feu anti-brouillard arrière, l'air conditionné et une mallette pouvant contenir au mieux quelques chemises, un atlas de voyage et un rasoir électrique. Naturellement, avant même le lancement de la production en juillet 1984,
tous les exemplaires ont été vendus par précommande. On dit qu'en raison du petit nombre d'exemplaires, certaines voitures ont été revendues plusieurs fois par des spéculateurs avant que la voiture de sport convoitée ne soit expédiée au premier acheteur de la chaîne. Au moment de la présentation, le prix était de 73 499 livres sterling au Royaume-Uni, la Rolls-Royce Silver Shadow étant alors vendue 59 468 livres sterling. Bien entendu, au fil des ans, avec seulement 272 unités sortant de la chaîne de montage, le coût de la 288 GTO a très vite ajouté des zéros, et aujourd'hui, il peut atteindre 4 millions $. Chaque voiture était peinte dans la couleur non alternative Rosso Corsa et n'était disponible qu'en conduite à gauche. La dernière, portant le numéro de châssis 58 329, est allée à Niki Lauda, 3 fois champion de Formule 1. Mais quel a été le destin en course d'une voiture qui n'a connu que les routes publiques en raison des règlements d'homologation de la FIA? Fin 1986, le groupe B entre dans l'histoire à la suite d'une série d'incidents tragiques et mortels. Les responsables sportifs ont rapidement refermé la boîte de Pandore lorsqu'il est devenu évident pour tout le monde que les constructeurs, ainsi que les pilotes, ne reculeraient devant rien pour obtenir des caractéristiques dynamiques folles de leur fer à repasser. Ferrari n'a tout simplement pas réussi à réunir le tirage nécessaire à temps. La production du modèle s'est arrêtée en 1987, mais 5 versions de combat à part entière de la 288 GTO Evolution et un prototype ont vu le jour. La bolide de course différait radicalement de sa sœur pour la route, l'aérodynamique avait été revue en profondeur, une impressionnante. L'arrière était apparu, la puissance du V8 biturbo atteignait 650 chevaux, la masse était réduite à 940 kg et la rigidité de l'ensemble de la structure était presque multiplié par 3, si l'on en croit les déclarations de certains historiens. La voiture atteignait 100 km/h en moins de 3 secondes et sa vitesse de pointe dépassait 360 km/h. Pour le milieu des années 1980, ces chiffres étaient prohibitifs, mais l'Evolution n'a jamais connu de courses officielles. Comme c'est souvent le cas, une porte fermée devient par la suite le début de quelque chose de nouveau. Premièrement, personne n'allait jeter aux oubliettes les développements techniques tests sur la 288 GTO, et deuxièmement, il suffit de regarder le profil de l'Evolution et de le comparer aux formes de la F40. Il ne fait aucun doute que l'un des modèles les plus emblématiques de la marque trouve ses racines. Il ne faut pas oublier que la 288 a été créée comme un outil pour gagner dans des conditions de compétition difficiles, et que la F40 a été conçue à l'origine pour les autoroutes et les rues de la ville. Qui sait ce que seraient aujourd'hui les supercars les plus rapides de Maranello si, dans les années 80, Enzo Ferrari n'avait pas eu l'envie de se lancer dans l'une des catégories les plus dynamiques de l'histoire du sport automobile mondial. En conclusion, la Ferrari 288 GTO incarne bien plus qu'une simple voiture de sport, elle représente un rêve inaccessible pour de nombreux passionnés et spéculateurs. Son histoire, marquée par des retards au départ et une connexion unique avec des légendes comme Niki Lauda, souligne l'importance de l'héritage automobile. Cette voiture, à la fois rare et emblématique, continue de fasciner les collectionneurs et les amateurs, prouvant que l'attrait des belles mécaniques transcende le temps. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la Ferrari 288 GTO.